sommes en guerre. Toute l'action du gouvernement et du Parlement doit être désormais tournée vers le combat contre l'épidémie. De jour comme de nuit, rien ne doit nous en divertir. C'est pourquoi j'ai décidé que toutes les réformes en cours seraient suspendues, à commencer par la réforme des retraites. Dès mercredi, en Conseil des ministres, sera présenté un projet de loi permettant au gouvernement de répondre à l'urgence et, lorsque nécessaire, de légiférer par ordonnance dans les domaines relevant strictement de la gestion de crise. Ce projet sera soumis au Parlement dès jeudi. J'ai vu tout à l'heure les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat afin que ces textes soient votés le plus rapidement possible. Nous sommes en guerre. J'appelle tous les acteurs politiques, économiques, sociaux, associatifs, tous les Français, à s'inscrire dans cette union nationale qui a permis à notre pays de surmonter tant de crises par le passé. Nous sommes en guerre. Et la nation soutiendra ces enfants qui, personnel soignant, en ville, à l'hôpital, se trouvent en première ligne dans un combat qui va leur demander énergie, détermination, solidarité. Le discours du président de la République française, Emmanuel Macron, a été prononcé le lundi 16 mars à 20h. Ce discours a été donné dans le contexte de la pandémie mondiale du coronavirus. Il a pour objectif de mettre en avant les stratégies mises en place par le gouvernement pour lutter contre la pandémie mondiale. Cette allocution télévisée a marqué les esprits des Français par sa structure anaphorique reposant sur une simple phrase « Nous sommes en guerre ». Répétée plus de 6 fois, la formulation « Nous sommes en guerre » n'est pas dépourvue de gravitas. En effet, l'utilisation du terme « guerre » implique un conflit armé, et donc quelle que soit la personne ou le groupe qui utilise ce terme, la gravité de la situation semble importante. Pour comprendre la gravité de l'utilisation de ce terme, prenons un autre exemple. Au hasard, on va prendre l'exemple de la guerre entre Nabila et Jazz. Le 18 août 2020, Public, magazine de géopolitique des stars, titre « Jazz en guerre contre Nabila et Maëva Guelman, suivi de nouvel épisode de la guerre qui oppose Jazz à Nabila ». À vocabulaire égal, ressenti différent. Entendez-moi, j'ai beau être pris... Entendez-moi, j'ai beau être pris d'une immense inquiétude face au destin tragique de Nabila, notamment face à la perfidie des stratégies de Jazz, lorsque le chef d'État m'annonce une guerre, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est que ma formation militaire se limite à une demi-journée de JAPD à dormir sur une table. Non pas que je doute de mes capacités guerrières, intrinsèquement liées à ma masculinité, bien sûr, mais je doute que mes 200 heures sur Doom et Mortal Kombat vont me permettre d'assurer ma survie sur un champ de bataille. Évidemment, lorsque le chef d'État annonce la guerre face au coronavirus, j'ai bien conscience que je ne vais pas prendre les armes et aller sur un champ de bataille. Néanmoins, le terme guerre est un terme chargé en sens qui implique un ensemble d'actions guerrières du domaine de la mobilisation. En somme, le discours de la guerre est performatif, c'est-à-dire que dire la guerre, la déclarer, c'est la faire. C'est cette force du vocabulaire guerrier qui explique pourquoi la plupart des Français ont trouvé l'utilisation des termes « nous sommes en guerre » comme inappropriée, disproportionnée, voire même ridicule. Ce que l'on perçoit ici, c'est un paradoxe entre la force et la gravité du terme « guerre » et son usage qui semble soit inadéquat, soit galvaudé. Rappelons-le, Jazz et Nabila sont en guerre. Le résultat de ce paradoxe est qu'on ne prend pas au sérieux le discours du président de la République, puisque le terme guerre semble ici vidé de sa gravité et de son sens politique. Si ce discours était vraiment ridicule et qu'il ne parlait pas de guerre ou qu'il ne parlait pas de politique, il n'y aurait aucun intérêt à la vidéo, elle s'arrêterait là. Donc évidemment, en réalité, le discours du président de la République est un acte politique et une déclaration de guerre.
Combat 1, petite histoire de la guerre. Si le discours du président de la République est effectivement une déclaration de guerre, alors il faut revenir sur l'histoire du terme guerre et du concept même de guerre pour comprendre pourquoi. Il y a deux origines au terme guerre. La première est bellum, en latin classique, qui signifie guerre et qui a donné en français à l'heure actuelle belligérant. Le terme bellum a été progressivement remplacé par le terme guerra, qui a donné le terme war en anglais et guerra en français. Le terme bellum implique un ensemble de règles de code définissant la guerre et sa pratique, puisqu'il fait directement référence à la Rome antique où la guerre était déjà gérée par des règles. Bien que le terme provient du latin classique, les anthropologues se sont posé la question de la pratique de la guerre. Est-ce que, en réalité, la guerre a toujours été pratiquée ou est-ce qu'elle a été inventée? À l'heure actuelle, la seule réponse qu'on a à cette question, c'est que la guerre a été un phénomène extrêmement répandu dès la préhistoire. En effet, même chez les peuples primitifs, c'est-à-dire les peuples sans écriture, on a retrouvé des traces qui prouvent que la guerre était pratiquée. Bien qu'elle n'était pas pratiquée par tous ces peuples, les Esquimaux par exemple ne la pratiquaient pas. Cette guerre chez les peuples primitifs implique forcément l'utilisation d'armes et des groupes humains organisés, c'est-à-dire des tribus ou des clans. Ça signifie qu'en fait, cette guerre se pratique lorsqu'il y a une autonomie politique entre les individus. Donc la guerre dès les peuples primitifs est une situation conflictuelle qui implique l'utilisation de forces armées et l'opposition d'au minimum 2 groupes d'humains organisés. Et surtout, c'est avant tout un acte politique. Pourquoi je parle d'un acte politique? Parce que la guerre est une expression avant tout du pouvoir. La guerre ne se résume donc pas à un conflit armé, à une simple opposition entre 2 groupes, elle est chargée d'émotions, d'intentions et d'objectifs. Ou comme le dirait Quincy Wright, la guerre est un conflit simultané de forces armées, de sentiments populaires, de dogmes juridiques, de culture nationale. Selon Quincy Wright, chez les peuples primitifs, il y a 4 types de guerres. Les guerres de vengeance, celles de défense, celles qui permettent l'acquisition de biens, de terres, d'esclaves ou de femmes, et les guerres qui permettent aux classes militaires de se maintenir dans la hiérarchie sociale. 4 types de guerres que l'on trouve chez les peuples primitifs peuvent être retrouvés de nos jours. Si l'on reprend notre exemple entre Jazz et Nabila, on constate qu'il y a des guerres de vengeance et qu'il y a des guerres de défense. Nabila et Jazz, avant même la déclaration de guerre d'août 2020, étaient déjà en froid sur les réseaux sociaux. La guerre explosa lorsque Nabila fit une parodie de Laurent, le compagnon de Jazz. En effet, ce dernier a l'habitude de faire des selfies de lui dans ses voitures de luxe pour montrer la marque de la voiture qu'il possède. Même si on ignore l'origine du conflit, on se doute bien ici qu'une vengeance doit être présente pour que Nabila décide de faire ce selfie, donc d'engager un conflit. On retombe donc sur les motifs de la guerre de Quincy Wright. S'ensuit la mise en place d'une guerre de défense par Jazz. Jazz répond donc au subli de Nabila sur Snapchat par d'autres sublis où elle fait donc cette vidéo. On va parler directement les petites rageuses qui ont une voiture et qui se font chier à parler. Eh ben je vais aller embrasser mes 3 voitures ce matin. Voilà, les 3 voitures, je vais aller les embrasser tout de suite. Allons-y tout de suite, tout de suite. Le numéro 1. Non bébé, numéro 2. Toi encore un plus gros bisou parce que toi, T'es ma préférée. Ah et puis merde, j'avais jamais remarqué celle-là, elle a pas de logo. Je parle comme vous en plus, vos petites voix et vos petites bouches. Bon bah c'est pas grave, je vais embrasser le volant. Bonjour bébé numéro 3. Eh ben d'ailleurs, peut-être que je vais me faire un bébé numéro 4 pour fêter tout ça, non? Qu'est-ce que vous en pensez? À cela, Nabila répond à un ensemble de tweets accusant à demi-mot Jazz d'avoir des faux followers sur Instagram. S'ensuit des réponses de Jazz dans de multiples stories, bref, blablabla, blablabla, blablabla. On en arrive à la dernière attaque, en date, qui semble correspondre au motif de guerre de Quincy Wright évoquant la recherche d'acquisition des biens. En effet, une rumeur court sur le fait que Nabila a signé avec une chaîne de télévision pour faire une émission de télé-réalité sur son quotidien, et donc reprenant le concept de Jazz et sa JLC Family. Bref, la guerre est déclarée et elle n'est pas prête de s'arrêter. Si on repart chez les peuples primitifs, bien que le phénomène de la guerre soit très répandu, les appétences pour la guerre varient d'une tribu à l'autre. Pour Ruth Benedict,
Chez les peuples primitifs, il y a deux types de sociétés. Les sociétés dites dionysiennes et les sociétés dites apolloniennes. Les sociétés dionysiennes ont une appétence très forte pour la guerre. Elles l'encouragent, les guerres sont nombreuses et la guerre est même exaltée. Alors que pour les sociétés apolloniennes, l'idéal de vie est une collectivité pacifique. Pour autant, les sociétés dionysiennes, pour se défendre, n'hésitent pas à prendre les armes. On voit bien ici que la guerre est différente d'une société à l'autre, que les intentions qu'il y a derrière la guerre sont différentes d'une société à l'autre. Chez les Dionysiens, la guerre est voulue, exaltée, encouragée, c'est ce qu'on a vu, alors que chez les Apolloniens, au contraire, on l'évite au maximum. Chez les tribus australiennes, avant chaque guerre, un messager est envoyé à la tribu visée. Ce qui nous apprend des rituels, mais surtout que chez les peuples primitifs, il y avait déjà des règles aux guerres. Les rituels, les règles, voire même les lois, sont donc intimement liés avec la guerre, avec sa pratique. Faire la guerre convoque donc un ensemble de lois, de rituels, voire de normes qui codifient l'acte de guerre. Et c'est cet acte de guerre codifié qui devient fondamental dans les sociétés européennes. Combat 2. La guerre, un acte d'État. Dès l'Antiquité, les sociétés européennes utilisent la guerre comme mode de fonctionnement pour étendre leur pouvoir. Ainsi, la cité de Rome étend son influence sur tout le pourtour méditerranéen en quelques siècles par l'intermédiaire de la conquête. Ces guerres de conquête, qui ont amené à la création de l'Empire romain, sont déclarées par les consuls et par le Sénat romain. Elles sont donc l'expression guerrière d'une volonté politique. Par exemple, à Rome, lorsque la guerre est déclarée, les préteurs purifient les armées sur le champ de Mars en effectuant des sacrifices pour que ces armées soient protégées par les dieux. Toujours à Rome, lorsque les armées se déplacent, elles se déplacent toujours de la même manière. Vous avez d'abord les éclaireurs qui se déplacent, puis l'avant-troupe de la Légion, le corps de la Légion et enfin l'arrière-garde de la Légion. Des moyens donc, mais aussi des règles, puisque à chaque déclaration de guerre sont répétés les mêmes actes rituels. De son côté, lorsqu'Emmanuel Macron déclare la guerre au Covid, il le fait en tant que chef d'État. Cela implique donc des décisions et une mise en place de moyens pour lutter contre un ennemi, ici un virus. Ainsi, le confinement fut déclaré, des autorisations de sortie ayant pour force de loi devaient être signées pour circuler, les personnels hospitaliers et médicaux furent mobilisés en masse, et enfin l'armée et la police aussi. Un état de guerre fut donc déclaré par le chef d'État. La guerre est donc bien un acte d'État, mais elle implique aussi un ensemble de moyens pour la réaliser. La guerre n'est donc pas simplement qu'une déclaration, c'est aussi une action. L'un des autres aspects de la guerre est le fait qu'elle a une durée limitée. Elle a un début et une fin. Ainsi, lorsqu'Emmanuel Macron déclare la guerre au coronavirus, ou Jazz à Nabila, ou les Romains sur les peuples qui l'entourent, la fin de la guerre est censée arriver, et notamment par une déclaration de paix. À y réfléchir, la guerre entre le coronavirus et Emmanuel Macron ne s'achèvera certainement pas par un traité de paix. La guerre ayant un début et une fin, c'est donc une situation exceptionnelle. Elle est vouée à s'arrêter. Bien que la guerre semble être une parenthèse dans la vie quotidienne, puisqu'elle a un début et une fin, il n'est pas si sûr que ce soit une situation exceptionnelle. Bertrand Badi, dans son ouvrage Guerre d'hier et d'aujourd'hui, s'intéresse aux transformations de la guerre classique. La guerre classique est la guerre que l'on évoque depuis le début. C'est cette guerre qui oppose plusieurs États, qui a pour enjeu la conquête de territoires et la détention de ces territoires-là, et qui ont un début et une fin, puisque ces guerres s'achèvent par une paix. Lorsqu'il étudie ces guerres classiques, il constate un fait, c'est que toute l'histoire d'Europe est traversée par la guerre, que les guerres se multiplient depuis la guerre de 30 ans, voire ne cessent jamais. Donc les guerres n'ont pas l'air si exceptionnelles que ça. Cette répétition des guerres, cette multiplication des guerres sur le sol européen, apparaît selon Bertrand Badi comme un acte volontaire des États pour construire leur sentiment national et augmenter leur pouvoir en Europe. Si la guerre n'est donc pas exceptionnelle et qu'elle contribue à la construction des États, c'est donc un acte politique comme les autres. Cette guerre classique, comme acte politique comme les autres, est en fait héritée du modèle de Karl von Clausewitz. Cet auteur est considéré comme l'un des pères de la théorisation de la guerre. Ayant participé aux guerres révolutionnaires et aux campagnes de Napoléon, il cherche à confronter la théorie de la guerre à sa pratique. Dans son ouvrage « De la guerre », il explique que la guerre n'est qu'un prolongement de la politique par d'autres moyens. La guerre est donc définie ici comme un acte politique, donc un acte d'État. Elle n'a donc pas une fin
En soi, elle est consubstantielle de l'État, voire même du pouvoir. L'anthropologue Catherine Haas, donc Qu'est-ce que la guerre, va plus loin dans son analyse. Selon elle, von Clausewitz ne théorise pas seulement la guerre, il pense la guerre pour ce qu'elle doit être. Il définit la guerre par les objectifs qu'elle doit diffuser et les intérêts qu'elle doit apporter à l'État. La guerre est donc un outil pour l'État et par l'État. On touche ici à un point fondamental. La théorie de la guerre doit servir l'État, doit justifier les actions de l'État. En somme, penser la guerre, c'est déjà en partie l'affaire. Combat 3. Les guerres du XXe siècle n'auront pas lieu. Imaginez un monde où il n'y a plus de guerre, où on ne pense plus la guerre. Un monde où la JLC Family ne s'oppose plus à Nabila et Thomas. Cela vous semble impossible, n'est-ce pas? Pourtant, depuis la Seconde Guerre mondiale, la guerre semble avoir disparu, tout du moins en Europe et dans les discours. La guerre a disparu, le conflit règne en maître. Quelle est la différence entre la guerre et un conflit, alors? Selon Amael Katarouza et Pierre Sintès, un conflit est une situation relationnelle structurée autour d'un antagoniste caractérisé par la présence de forces opposées, un désaccord, une rivalité ou une inimitié. Les conflits peuvent avoir plusieurs formes et être considérés selon leur degré de gravité ou selon la profondeur des dissensions entre les acteurs. Et surtout, le conflit n'est pas nécessairement armé. En gros, la guerre est un type de conflit, ayant une nature, des acteurs, une intensité et une durée spécifiques, alors que le conflit, lui, est une relation de tension opposant plusieurs acteurs à l'intensité variable. Au vu de cette définition, la situation entre Jazz et Nabila n'est-elle pas seulement un conflit ? Je ne veux pas diminuer la gravité épique de ce conflit, mais au vu de la définition, il y a matière à réflexion. Menons l'enquête. Bertrand Badi explique que durant la guerre froide, donc à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, l'Europe, voire l'Occident, semble se vider des guerres. Ce qui, à regarder de plus près, semble vrai. L'un des facteurs évoqués par Bertrand Badi pour expliquer la disparition des guerres en Occident est l'apparition de la bombe atomique et son utilisation durant la Seconde Guerre mondiale. En effet, sa capacité destructrice dissuade les puissances européennes et occidentales de l'utiliser et donc d'entrer en guerre. L'absence de guerre en Occident reposerait donc sur une peur de l'utilisation de la bombe atomique. Il y aurait donc un équilibre, l'équilibre de la terreur qui se crée en Occident. Néanmoins, le terme de guerre et les guerres ne disparaissent pas. Elles se déplacent juste en dehors de l'Europe. En effet, dans les années 60, les guerres de colonisation sont intenses, et certes, elles ne se déroulent pas en Europe ou aux États-Unis, mais elles impliquent ces puissances dans les conflits. Il en est de même pour la guerre du Vietnam, qui n'oppose pas directement la puissance des États-Unis et celle de l'URSS, mais qui est pilotée, voire soutenue par elle. Les guerres impliquant l'Europe ou les États-Unis n'ont donc pas disparu. Elles ne se sont pas transformées en conflits, elles ont juste simplement changé de nature. Alors que la guerre était un acte officiel déclaré, opposant des acteurs bien définis qui étaient les États et qui s'achevaient par des traités de paix, ce n'est plus le cas. Pour les guerres de décolonisation, par exemple, l'État colonial s'oppose aux populations locales qui elles-mêmes s'opposent à la domination imposée par l'État colonial. Les populations locales ne peuvent pas avoir d'armée, puisque par définition, l'armée est une prérogative de l'État. Elle appartient à l'État, elle représente l'État. Les guerres sont donc bien présentes, elles ont changé de nature, elles ont changé d'acteurs. On parle alors de guerre civile ou de guerre asymétrique, par exemple. Et les chercheurs en sciences humaines constatent ces transformations. En 1999, Marie Kaldor, dans New and Old Wars, analyse ces transformations. Dans son ouvrage, elle explique que les guerres de décolonisation sont des guerres de transition entre les guerres classiques et des nouveaux types de conflits. Ces nouveaux types de conflits seraient des conflits entre les sociétés, des conflits qui ne distinguent plus civils et militaires, et surtout des conflits dans lesquels les États sont de moins en moins présents. Les guerres qui opposent les États et les nations disparaîtraient au profit de guerres qui opposent des identités différentes. La guerre classique semble disparaître pour faire place à un conflit plus social où l'État a une place moins importante.
Tout cela donnerait l'illusion d'une coexistence pacifique, et cette illusion se renforcerait à la fin de la guerre froide en 1989 et 1991. Mais cette coexistence pacifique n'est qu'une illusion. Certes, les conflits diminuent à partir de 1989 et 1991. Sur ce graphique, on peut constater que le nombre de conflits diminue après 1991, donc à la fin de la guerre froide. Aux alentours de 1991, le graphique affiche plus de 50 conflits, alors que lorsque l'on regarde les années 2000, on est descendu aux alentours de 30. Bien que les conflits diminuent, les guerres ne disparaissent pas. En réalité, cette disparition de la guerre est un effet de discours. Rappelons ici les propos de Catherine Haas, qui explique qu'on définit la guerre pour ce qu'elle doit être. C'est-à-dire que les acteurs qui définissent la guerre, qui lui donnent le nom, qui lui donnent sa nature, la définissent pour leurs intérêts. Les acteurs qui définissent la guerre durant la guerre froide et surtout après la guerre froide sont les États européens et occidentaux, mais surtout l'ONU, l'Organisation des Nations Unies. Pour ces acteurs, l'illusion pacifique doit perdurer, notamment depuis la fondation de l'ONU, où le système international et son fonctionnement reposent sur le maintien de la paix et la sécurité collective, plus sur le principe de guerre comme durant les sociétés européennes à l'époque moderne. Selon Catherine Haas, cette illusion pacifique, maintenue par les États et l'ONU, est renforcée aussi par les publications scientifiques. En effet, depuis les années 90, de nombreux ouvrages mettent en avant le fait que la guerre disparaît et surtout qu'une violence généralisée se met en place dans le cadre de la mondialisation. Des œuvres comme État de violence de Frédéric Gros affirment que la violence est consubstantielle à la mondialisation. D'autres auteurs affirment aussi qu'on assiste à une liquidation, c'est-à-dire une disparition des États et de leur rôle dans le cadre de la mondialisation. On aurait donc un monde mondialisé dans lequel l'État n'a plus sa place et la violence est omniprésente. Pour Catherine Haas, cette violence, généralisée, indifférenciée, est synonyme de danger. Paix de Westphalie, de l'ordre westphalien, qui est l'ordre interétatique, qui est la référence canonique pour parler des guerres entre États, et tous la font quand même arrêter en 1989. Et on se rend compte que le point commun, alors les uns sont quand même des contempteurs absolus des guerres américaines, mais le point commun finalement entre Javier Solana, l'administration Bush, et les contempteurs de ces guerres, c'est de dire que l'État n'est plus un opérateur, n'est plus ce qui peut nous permettre de penser la guerre. Et ça a des effets importants parce que à ce moment-là, on rentre effectivement dans le cycle de violence. Alors il y a des violences et dans la violence, vous avez un génocide, vous avez de la criminalité, vous avez du terrorisme, et tout ça devient quand même très indifférencié. Donc ça m'avait un peu révolté. Et donc c'est un peu le point de départ du travail aussi, de savoir comment on peut ramener un peu d'historicité, de singulariser les événements et ou comment la violence s'est affirmée comme le paradigme dominant et consubstantiel aussi à la mondialisation. Oui. Expliquez-vous, Catherine Haas. André Pour synthétiser les propos de Catherine Haas, la généralisation et l'uniformisation de la violence ne permettrait plus de hiérarchiser ces violences. Si l'on est très schématique, le génocide Rohingya apparaîtrait donc au même niveau qu'un conflit de voisinage. Vous voyez le problème ? En réalité, on aboutit à une déresponsabilisation des acteurs. Je m'explique. Prenons l'exemple de la multiplication des conflits dans les Suds. C'est un fait indéniable, il y a une multiplication des conflits dans les Suds, et c'est dans les Suds que se concentrent les conflits de plus grandes intensités. On va même jusqu'à définir un arc de crise dans le Sahel et le Sahara. Les causes de ces conflits sont nombreuses, mais elles sont généralement réduites à deux grands facteurs. Des problèmes de développement et des États faillis, c'est-à-dire des États qui n'arrivent pas à répondre aux crises et qui ne fonctionnent pas correctement. Bertrand Badi, pour décrire ces conflits et en expliquer le fonctionnement, va plus loin et propose la thèse de la société guerrière. Pour lui, les guerres se confondent avec les rouages de la société. Cela signifie que la société fonctionne grâce à la guerre, pour la guerre et par la guerre. Ces sociétés guerrières naîtraient dans des États faillis, c'est-à-dire dans des pays où l'État ne paraît pas légitime aux populations, ou bien où l'État n'arrive pas à contrôler les populations. L'État serait alors concurrencé, voire remplacé par des milices et des mafias. Ces milices et ces mafias remplaceraient l'État dans son rôle, que ce soit son rôle de protection sociale ou son rôle d'aide économique.
ces mafias et ces milices ayant besoin d'un état de guerre constant pour paraître légitimes, entretiennent les conflits en permanence. Pour résumer, ça veut dire que la guerre s'auto-entretient et surtout devient une nécessité pour les sociétés. Ces sociétés guerrières naîtraient certes d'un État failli, mais surtout d'opposition entre différentes identités. Ainsi, des tribus, des clans, des familles, des religions pourraient s'opposer au sein d'un État et créer des conflits, voire une guerre civile. Pour Bertrand Badi, l'origine de ces guerres est essentiellement sociale. Il va même jusqu'à utiliser le terme de pathologie sociale. Et si le conflit est une pathologie sociale, son remède est donc social aussi. Il y a du vrai dans ce que dit Bertrand Badi. Mais il semble tendre vers ce que Catherine Haas pointe du doigt, la dépolitisation des conflits. Lorsque Bertrand Badi parle de société guerrière et de pathologie sociale, la responsabilité politique dans le conflit semble disparaître. Et la solution pour résoudre le conflit semble ne plus être politique non plus. C'est d'ailleurs les propos et les actions de l'ONU depuis les mandats de Kofi Annan, puisque le développement est proposé comme solution pour résoudre les conflits. Il y a plusieurs problèmes dans les propos de Bertrand Badi. Le premier est qu'il omet, ou en tout cas ne développe pas assez, l'idée que les États-Unis et les pays européens ingèrent régulièrement dans les conflits des Suds. Le deuxième problème, c'est qu'en faisant du conflit un mal des pauvres, il en oublie l'épaisseur historique des conflits, et notamment le fait que la plupart des conflits sont à l'heure actuelle encore des conséquences de la colonisation de la part des pays européens. La troisième critique qu'on pourrait effectuer en face des propos de Bertrand Badi, c'est le fait que les conflits d'intensité forte existent aussi dans des pays développés. Il est évident qu'ici je prends l'un des articles de Bertrand Badi parmi l'ensemble de sa carrière et qu'il a développé ces aspects-là dans d'autres ouvrages. Il est intéressant de voir que dans un ouvrage ou dans un article qui était synthétique, il choisit de mettre en avant certains aspects au détriment d'autres. Quoi qu'il en soit, je pense qu'on peut voir ici une illustration des propos de Catherine Haas. En effet, en mettant l'accent sur le social, on assiste à une dépolitisation du conflit. Ce qui est intéressant, c'est que face à cette dépolitisation de la guerre et du conflit, on assiste en parallèle à une multiplication du terme guerre dans les discours depuis 2001. Et bien je pense que face à ce paradoxe, on va multiplier les masques, on n'est plus à ça près. Ça on est bien protégé contre tous les paradoxes. On assiste notamment à une réapparition et surtout à une multiplication du terme guerre dans les discours politiques. Vous savez, le fameux « nous sommes en guerre ». Écoutons quelques exemples pour voir à quel point le terme « nous sommes en guerre » ou le terme « guerre » est réapparu sur la scène politique depuis les attentats du 11 septembre 2001. Autre mot, nous sommes en guerre, c'était en France, novembre 2015. Donc nous sommes en guerre. Et parce que nous sommes en guerre, nous prenons des mesures exceptionnelles. Et nous agirons. Et nous frapperons cet ennemi pour le détruire. Et nous répondrons au même niveau que cette attaque. Cette décision, elle est non seulement illégale, mais c'est une erreur à plusieurs égards. Le nationalisme, c'est la guerre. Mes chers compatriotes, les terroristes ont engagé la guerre à la France. Notre pays ne doit pas céder. Notre pays ne doit pas reculer. Notre politique extérieure doit intégrer le fait que nous sommes en guerre. Et puis il faut surtout maintenant mettre en place les conditions d'une véritable guerre de l'État contre ce fondamentalisme islamiste. La France est en guerre. Les actes commis vendredi soir à Paris et près du Stade de France sont des actes de guerre. Cette multiplication du terme guerre dans les discours semble le vider de son sens, semble le rendre moins important, moins exceptionnel. Et on en revient au début de notre raisonnement. Ça le dépolitise. Ce qui explique aussi la dépolitisation du terme guerre, c'est le fait qu'il est de plus en plus utilisé par tout le monde, et notamment par des magazines comme Public. Rappelons-le, Nabila et Jazz sont en guerre. Il est évident que nous sommes capables de faire la différence entre le terme guerre utilisé par le chef d'État d'un côté et le terme guerre utilisé par Public de l'autre. Mais la surutilisation du terme guerre
le fait se décharger symboliquement. L'une des autres raisons qui explique la dépolitisation du terme guerre, c'est l'absence de proximité avec le champ de bataille. De plus, la guerre classique, l'interétatique, semble avoir disparu ou en tout cas être moins lisible qu'auparavant. Cela a pour effet qu'on a l'impression qu'on ne voit plus la guerre, qu'elle n'existe plus. Et puisqu'on n'en est pas un paradoxe près, la guerre semble certes nulle part, mais en fait aussi partout. Je m'explique. Un paradoxe, un masque, un deuxième paradoxe, un masque. Le fait que les responsables politiques passent leur temps à utiliser le terme guerre et le multiplient crée ce que Catherine Haas appelle un spectre de la guerre. Cette multiplication du terme guerre semble créer une menace permanente et surtout semble mettre fin à l'une des principales règles de la guerre classique, celle de la fin de la guerre. Et il est vrai que pour rentrer en guerre face à des actes terroristes ou face au Covid, il y a une difficulté première, c'est que l'ennemi peut paraître invisible. Invisible et partout à la fois. Par conséquent, les lieux de la guerre se multiplient, à la fois à l'intérieur des États touchés par le Covid et les actes terroristes, mais surtout à l'extérieur de l'État qui a été touché par l'acte terroriste. Ces déploiements s'expliquent par le fait que l'ennemi peut être partout. Il faut donc pouvoir y répondre. Et c'est au nom de cette invisibilité de l'État, mais aussi à sa supposée présence partout, que des renforcements sécuritaires sont effectués, et que l'État français déploie l'armée et la police à la fois dans l'État, mais aussi dans d'autres pays. Pourquoi à l'extérieur du pays ? Parce que les actes terroristes, par exemple, justifient l'ingérence des puissances européennes attaquées dans les pays où sont situées les organisations terroristes. Que ce soit les États-Unis en 2001 ou la France en 2015, à la suite des attentats effectués par les organisations terroristes, des interventions ont été faites respectivement en Afghanistan et au Mali pour répondre aux organisations terroristes. Et des ingérences dans ces pays ont donc été effectuées. La guerre est donc toujours présente et reste un acte d'État. C'est la lecture des conflits et des guerres qui est plus difficile. Même s'il y a des facteurs sociaux à la guerre reste un conflit politique. Elle est d'autant plus politique qu'elle sert aux individus, souvent des hommes, qui la déclarent et la pratiquent. Les déclarations de guerre entre Nabila et Jazz leur permettent d'obtenir ou de perdre de la visibilité. Et qui dit plus de visibilité, dit plus de followers, dit plus d'influence, dit plus de contrats de publicité et donc plus de domination dans les médias, donc plus de politique. Lorsque le chef d'État, Emmanuel Macron, déclare la guerre au coronavirus, cela lui permet de se positionner en majesté, mais aussi en chef militaire, en général. Et là, il faut se rappeler les propos de Quincy Wright. La guerre sert à réaffirmer la hiérarchie sociale de la classe militaire. En d'autres termes, une bonne guerre permet de réaffirmer sa position de domination dans la société. Elle peut permettre de liquider ses adversaires ou, par la victoire, elle peut apporter une charge symbolique à ceux ou celle qui la remporte. Elle peut donc apporter un prestige social important. Remporter la guerre, c'est réaffirmer sa position politique au sein d'un État. Napoléon Bonaparte devient consul durant la Révolution française, puis empereur, notamment car il a remporté des victoires militaires durant les guerres d'Italie. Il en est de même pour le général de Gaulle, qui a bâti toute une partie de sa carrière politique sur son rôle durant la Seconde Guerre mondiale. A l'inverse, c'est le cumul de puissance par les victoires guerrières qui valut à César les Ides de Mars. Tu quoque fili. La guerre, son discours, peut donc construire des carrières politiques, mais aussi en finir. Nous sommes en guerre.